participer L'architecte, c'est un privé. à la conception de ce projet. C'est un privé. Il ne va pas s'arracher les projets. Il ne va pas dire, donnez-moi, je vais le faire. Qu'est-ce que les gens disent? Pour construire, il faut faire appel à un architecte. Et puis ça s'arrête là. Mais la réflexion à mener, on fait appel aux techniciens et on forme il faut former des commissions consultatives. La question qu'on se pose toujours, qui gouverne la ville? Je prends la ville d'Abidjan. On a toujours eu une superposition de gouvernance. Entre les gouverneurs, les maires, on a le district, on a les mairies. Qui fait quoi? Je ne suis pas seulement de construire des immeubles, je ne suis pas de construire des hôtels par-ci, par-là. Il faut qu'elle fonctionne. C'est une cohérence qu'il faut créer. Le ministère qui est en charge de l'urbanisme, qui est l'initiateur de tout ça, n'a pas suffisamment de personnel pour faire le suivi sur le terrain. Et ma conclusion personnelle que j'ai tirée, je dis la ville est orpheline. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de notre podcast Hachi Raconte. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Kouponyo Leba, qui a été l'un des vulgarisateurs de l'architecture à travers plusieurs émissions, notamment sur Matin Bonheur, la chaîne RTI 1. Et aussi, il est passé par plusieurs ministères, ministère de la Ville, ministère de la Construction, et a été plusieurs fois vice-président de l'Ordre des architectes. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ben. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, il fallait que je vienne, sinon cette fois-ci. Déjà, on va commencer par votre formation. Quels ont été les moments clés au fait de votre carrière? Bon, concernant ma formation, d'abord, je suis allé en 80 à l'IAMO, où j'ai fait toute ma formation. J'ai eu mon diplôme en 85. Okay. Mais la particularité, c'est que j'étais étudiant. Et en 83, j'ai gagné un concours national d'architecture qui avait été lancé par la mairie de Daloa. Il fallait proposer un monument à un carrefour. Ah ouais. Et aujourd'hui, ce monument-là est devenu le symbole de l'armoirie de la mairie de Daloa. Ah ouais, donc je l'ai eu en 83. Et donc, après Lomé, je suis rentré au pays. Nous, on avait la possibilité d'entrer directement dans la fonction publique. Et après 2 années, je suis allé en Belgique, me spécialiser en habitat, habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et donc, je suis rentré au pays. Et depuis, j'ai commencé à travailler au ministère de la Construction. Et quand il y a eu l'avènement du ministère de la promotion du logement, c'était ma direction générale qui était devenue ministère. Donc, j'ai aidé Mme le ministre Néré Kaba à installer le ministère. Et je crois après 2 ans, malheureusement, ce ministère a été dissous. Donc, je suis revenu au ministère de la Construction. J'étais conseiller technique du ministre de la Construction. Et quelques années après, le ministère de la Ville a été créé. Et donc, j'ai été sollicité pour aller propulser ce ministère-là. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà à peu près mon circuit. Voilà. Je suis un produit de l'administration. Voilà. J'ai fait 38 ans de carrière. Voilà, exactement. Vous avez été l'un des premiers architectes fonctionnaires, c'est ça? Non, il y avait des architectes fonctionnaires, même nos doyens, il y a beaucoup qui sont passés par l'administration. Ils sont pas restés. Mais moi, je suis rentré en 85. On était 2 architectes et un urbaniste en 85. Sinon, avant ça, il y a eu des architectes qui sont passés dans l'administration. Mais nous, on a fait carrière. Moi, personnellement, avec mon binôme, on a fait carrière. C'est pour cela notre présence a été remarquée. C'est ça. Voilà, 38 ans d'affilée dans l'administration, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, depuis le 31 décembre 2023, je suis à la retraite. Voilà. Et maintenant, j'occupe de nouvelles fonctions. Voilà. Pendant de nombreuses années, vous avez été l'un des visages même de l'architecture en Côte d'Ivoire. Du fait de vos passages sur l'une des émissions Matin Bonheur. Où c'est vrai que nous, on était très jeunes, mais chaque matin, on se réveillait avec votre visage sur la télé et tout, qui racontait au fait la ville et qui racontait finalement le changement urbain qu'on avait. Comment percevez-vous cette période-là et aujourd'hui, après des années après, quel recul vous faites sur ces événements? Merci de revenir à cela et puis merci de m'avoir suivi tout jeune. En fait, j'avais eu une opportunité de
de par ma carrière, quand j'étais en province, donc à l'intérieur du pays, j'étais directeur départemental, directeur régional de la construction. J'ai eu la possibilité d'animer, de créer une émission. Par exemple, j'étais à Boisseau, directeur départemental de la construction. J'ai créé une émission à la radio Pensaï que j'ai intitulée L'œil du technicien. Et ça me permettait de sensibiliser, de former la population pour une prise de conscience collective sur la ville. Voilà, il faut la connaître. La ville est très complexe, même si on est habitué à ses rues, mais dans son fonctionnement, elle est très complexe. Et donc, cette émission m'a permis de creuser un peu plus, surtout par ma spécialité, tout ça. Ouais. Et de là, j'ai été nommé DR à Divo. Là-bas aussi, il y a une radio locale. J'ai suivi à elle la même émission et ça avait eu vraiment une portée au niveau de la sensibilisation. Exactement. Et après, en février 2007, j'ai été nommé directeur central, donc directeur de l'habitat et de la copropriété au ministère de la Construction ici à Abidjan. Et mes initiatives, j'étais l'un des rares directeurs qui sortait pour aller sur le terrain avec la presse, tout ça, pour voir les défauts de la ville, certaines qualités. Et c'est ainsi que j'ai été découvert quand l'émission Matin Bonheur a été créée. J'ai été découvert par Christelle Milej, qui m'a fait appel. Et nous avons commencé cette émission. On a commencé timidement et sans images. Et aujourd'hui, tous ceux qui passent à les images à la télé, je suis l'initiateur. Ouais. Parce qu'on a fait 2 premières émissions. Bon, il n'y avait pas de retour. Et j'ai demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas illustrer nos propos? Est-ce que vous ne pouvez pas me donner un caméraman qui va nous permettre de prendre des images et puis venir commenter à la télé? Comme ça, la population va bien suivre et puis comprendre un peu certains morceaux de la ville. Et ça a pris. On l'a fait pendant 7 ans. Wow. C'était vraiment... Et je revenais chaque fois sur mes pas, parce que quand j'arrive à un endroit, je me suis acheté 2 caméras à mes missions et moi-même je filmais. Et donc, pour dire les retombées, pour parler des retombées, effectivement, je repartais sur mes pas. Par exemple, il y avait un défaut de construction qui se faisait sur les murs mitoyens. Ouais. Quand les gens font des immeubles, alors ils essaient de faire l'étanchéité sur ces murs avec du bitume. Okay. Et les murs donnaient des tableaux noirs. Ouais. Et j'ai remarqué, ça a diminué. Parce que j'ai fait plusieurs émissions là-dessus. Il y a des gens qui m'ont appelé après, à la fin de mes émissions, chaque fois, pour comprendre. Et les gens ont compris que c'était une erreur. Donc ça, déjà, c'est un point positif. Encore que j'ai vu quelque part, ça commençait à revenir. Et je pense qu'il faut que l'information passe. Et puis maintenant, la ville elle-même, on a essayé de la fouiller, les défauts de construction, les espaces publics qui ne sont pas aménagés, les jardins, les terre-pleins, tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est devenu un boom. Ouais. Voilà, la végétalisation des espaces publics, notamment les jardins qui se créent. Aujourd'hui, il y a le petit parc, le mini-parc qui porte le nom de la première dame. Voilà, au carrefour Mel. Ça, ce sont mes idées. Même tous les arbres qui ont été plantés, tout ça. J'ai même critiqué ils avaient mis au rond-point un jet d'eau. Je leur ai dit non. Un rond-point, c'est un espace de passage. Ouais. Donc, on jette un coup rapidement et puis on s'en va. Mais si vous faites un jet d'eau avec des couleurs, tout dépend du chauffeur qui arrive. Si c'est un nouveau chauffeur, si c'est un vieillard, s'il contemple, il peut faire... Il y a eu des accidents, effectivement. Et ils ont compris qu'il fallait enlever ce jet d'eau-là. Donc, il y a eu plusieurs actions comme ça. Et aujourd'hui, on a les terre-pleins qui ont fleuri par-ci, par-là. Les arbres ont été plantés. Quand on prend le boulevard de France, que j'avais critiqué, parce que je dis il est inconcevable que la voie que le président de la République emprunte pour aller au travail et que cette voie-là soit délaissée. Aujourd'hui, quand vous passez, je suis fier. Quand je passe, les arbres, tout est beau, tout est propre. Donc, l'émission a eu vraiment un impact. Maintenant, le métier lui-même. Le métier, et toi-même, tu m'as fait un témoignage. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font l'architecture grâce à cette émission. Ouais. Parce que les gens ont compris que l'architecte, il est pluriel. Oui. Il n'est pas quelqu'un qui décide tout le temps. Il a quand même un cerveau il a une formation pluridisciplinaire, lui permet de bien lire la ville.
Parce que la ville, elle est très complexe. La ville, moi je dis, il y a un mode d'emploi, un mode d'utilisation de la ville. C'est l'espace qui est plus codifié. Il y a plusieurs codes sur la ville. Le code qu'on connaît tous, c'est le code de la route. Il y a le code de l'urbanisme, il y a le code de l'environnement, il y a plusieurs codes sur le même espace. C'est parce qu'il est complexe. Donc il faut savoir, il faut la comprendre, la ville, pour pouvoir bien la vivre. Et donc ça a été l'objet de cette émission. Je pense que ça a pris. Je l'ai fait pendant 7 ans. À un moment donné, il fallait arrêter. Quand tu arrêtes, quand les gens te voient, ils se rappellent. Et sinon, à un moment donné, les gens disent « Oh, celui-là, on l'a trop vu à la télé. » Donc, l'un dans l'autre, ça a été vraiment une belle expérience. Et ça m'a permis aussi, aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et fait beaucoup de conférences. On intervient sur certains, comme on appelle, masters professionnels, par exemple à l'INP, tout ça. C'est cette émission qui m'a amené vraiment à cela. Voilà. Parfait, c'est super intéressant. Merci à vous pour tout ce que vous avez pu faire. Et aujourd'hui, si on veut se lancer dans la compréhension de la ville, si on commence par la ville d'Abidjan, est-ce que vous pouvez nous faire une genèse au fait de cette ville d'Abidjan pour qu'on puisse arriver à comprendre réellement, parce qu'on sait que c'est la ville d'Abidjan, une succession de capitales, en commençant des Grands Bassam, Bégerville, à arriver à Abidjan. Comment on peut arriver à lire au fait l'histoire de la ville d'Abidjan? Bon, la ville d'Abidjan, disons qu'après Bégerville, quand le site a été identifié et il y avait plein d'avantages, donc il y avait l'eau d'abord. On avait la mer d'un côté et puis la lagune qui était un peu partout. Et il y avait... le relief était variant. C'est ça. Il y avait des plateaux, il y avait des espaces bas. Par exemple, le sud était très plat. Et quand on va vers le nord, on prend le plateau, le relief était comme Coco dit. Et donc, les colons ont choisi ce site-là. Et donc, dans l'évolution de cette ville, on a 3 noyaux de base, voilà, qu'on appelait des délégations municipales. Il y avait donc Agamé, la délégation municipale d'Agamé, qui est toujours dans les locaux de cette délégation. Voilà, c'est le même bâtiment qui est là, c'est le même bâtiment qu'on retrouve à Trècheville. Ah ouais. Voilà, donc il y a la délégation municipale d'Agamé. Après, il y a la délégation municipale du Plateau et la délégation municipale de Trècheville. Voilà, les trois dépendaient de Dakar. Ah, ok. Voilà, le maire central était à Dakar. On était dans l'AOF, là. Voilà. Et donc, après, dans les années 56-57, par là, le président Félix Houphouët-Boigny a été élu le premier maire de la ville d'Abidjan. En ce moment, ça avait pris déjà son envol. Mais tout était basé sur des études. Il y avait des schémas qui avaient été faits au départ, au temps colonial et après. Et la ville était, c'est vrai, c'était une capitale, mais dans le temps, elle n'était pas aussi vaste. Voilà. Et elle était bien pensée et elle était bien exécutée avec la vision du premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui était... tout le monde en parle, c'est un visionnaire, parce qu'il a été quand même ministre au temps colonial en France. Et donc, il a assisté à des conseils des ministres, il a participé à des conseils des ministres où on parlait du développement de la ville. Surtout, pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la France était en pleine reconstruction. Et en ce moment, il était ministre. Donc, il a appris beaucoup de choses. Et ces idées-là, il les a amenées. Et puis appuyer ce qui a été fait au départ par les colons. Voilà. Et donc, quand on regarde dans la ville, bon, il y a des éléments qui étaient des éléments forts. C'est ça. Le colon s'est installé au plateau, qui était la zone la plus haute, mais qui était pratiquement une presqu'île et qui était adossé à un village qui est Agamé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait entre Agamé et le cœur du plateau? Ils ont mis des camps militaires. Voilà, pour pouvoir se protéger. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et de l'autre côté, c'était une île. Voilà, ça dit que c'est une île qui portait Trècheville, Marcory,
Et Koumassi, tout ça, c'était une île en fait. C'est après que cette île a été reliée à la zone de Port-Boué, quand on passe pour aller vers Aquaba. Voilà, quand on regarde la lagune, là, oui, c'est vrai, voilà, c'est une digue qui a été faite. Et voilà, tout ça. Et donc, c'est comme ça la ville a été bien pensée. Et puis, bon, elle a commencé à se développer. Mais il est arrivé un moment, je peux le dire, hein, et la ville a été un peu délaissée. C'est fort quand je le dis, mais c'est une réalité. Parce que jusqu'avant comment on appelle, la décentralisation, qu'on aille à la démocratie, jusqu'à les années 80, 90. La ville était gérée par les préfets et sous-préfets. Ah ouais, ok. Voilà. Ils étaient les maires en même temps. Et après, il y a eu l'avènement des maires nommés. Et jusqu'à ce qu'on aille en 80. Mais je peux dire qu'au moment où les sous-préfets et les préfets géraient les villes, je pense qu'il y avait une certaine rigueur. Parce qu'ils avaient quand même à leur disposition des gardes. Ils avaient toute l'administration à leur disposition. Et après, on est passé aux maires nommés jusqu'à ce qu'en 80, on aille avec l'avènement de la démocratie, on aille vraiment... Le multipartisme. Voilà. Et le multipartisme, c'est bon, mais est-ce que la décentralisation a été bien pensée? Parce qu'on a copié carrément la décentralisation française. Voilà. Mais on a oublié qu'à un moment donné, la décentralisation en France a pris son envol autrement. Parce que le président François Mitterrand l'a dit. Et quand il a pris le pouvoir, il a dit que la France, à un moment donné, a eu besoin d'un pouvoir fort. Et aujourd'hui, elle a besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Donc, elle a eu recours à un pouvoir fort pour se faire. C'est un bilan. Et aujourd'hui, c'est comme s'il disait, maintenant que la France est faite, on peut la donner à la population elle-même pour pouvoir continuer son développement. Or, chez nous, les villes ne sont pas développées. Et on allait à la décentralisation. C'est bien. Maintenant, est-ce qu'on devait faire exactement comme la France? Ce n'est pas pareil. Et là, c'est une critique que moi j'ai menée devant l'ex-DG de la décentralisation. Je lui avais dit que quand on faisait le bilan, je lui ai dit oui, il ne faut pas voir seulement les actions qui ont été menées, mais il faut revoir même si notre décentralisation va bien marcher. Voilà, nos villes ne sont pas développées. Elles n'ont pas, les mairies n'ont pas assez de moyens. Les mairies n'ont pas de techniciens pour penser la ville. Et donc, ça n'a pas raté. Aujourd'hui, c'est l'administration centrale elle-même qui fait tout. Alors qu'après 60 ans d'indépendance, la logique aurait voulu que la ville elle-même se prenne en charge à travers ses élus. Donc, l'un dans l'autre, bon, quand moi je regarde, la question qu'on se pose toujours quand on se rencontre à des sommets, à des ateliers, la question qu'on se pose, qui gouverne la ville? Je prends la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, on a toujours eu une superposition de gouvernance. Entre les gouverneurs, les maires, on a le district, on a les mairies. Qui fait quoi? Bon, moi, je ne critique pas, mais je pense qu'il y a des petites failles. Il y a des petites failles et tout ça, on doit repenser pour que la ville soit ce qu'on demande. Parce que la ville, il ne suffit pas seulement de construire des immeubles, il ne suffit pas de construire des hôtels par-ci, par-là. Il faut qu'elle fonctionne. C'est une cohérence qu'il faut créer. Voilà. Quand on fait les schémas directeurs, est-ce qu'il y a une structure qui suit vraiment la mise en œuvre? Et le ministère qui est en charge de l'urbanisme, qui est l'initiateur de tout ça, n'a pas suffisamment de personnel pour faire le suivi sur le terrain. Bon, les maires, est-ce qu'ils sont associés vraiment? Si oui, bon, pour moi, la question que je me pose toujours, qui gouverne la ville? C'est ça. Et ma conclusion personnelle que j'ai tirée, je dis la ville est orpheline. Voilà. On applique des choses sur elle, on applique. Mais quelquefois, elle cède. Elle cède par les inondations, par les immeubles qui s'écroulent, par tous ces défauts qu'on voit.
mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. Au cours de nos émissions, j'avais en son temps mis ma caméra du côté de Bonoumé. Bonoumé, oui, voilà. C'est ça. Moi, j'ai mis ma caméra là et je me souviens, et on était allé pour le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, on était allé à Gagnoa. Il y avait une rencontre régionale et on s'est déplacé à notre émission Matin Bonheur avec Christelle. Et on était en pleine émission et les gens ont appelé. Parce qu'il y a eu une inondation. Vraiment, c'était grave sur la ville d'Abidjan et la même zone que j'avais filmée. Et j'avais fait mes critiques et j'ai dit, si on ne faisait pas attention, pour telle raison, on allait avoir... Parce que les sorties d'eau n'étaient pas bien dimensionnées et le volume qui venait chaque fois. Et il y a eu effectivement une grande catastrophe. Mais ça, c'est la ville qui pleure. Ce sont des défauts de construction. Parce que quand tu construis la ville, n'oublie pas que quand tu perméabilises les terres, il y a plus d'eau de ruissellement. Voilà, parce que quand il pleut, l'eau a 3 comportements. Elle peut stagner et puis s'évaporer quand il y a le soleil. Elle peut s'infiltrer quand le sol permet. Et puis bon, elle peut ruisseler. Aujourd'hui, les 2 premiers que j'ai cités, c'est rare. Donc on densifie, on met du béton partout. Et quand tu construis un bâtiment sur un terrain de 600 mètres carrés, puis tu occupes 650 mètres carrés, ça veut dire que tu as imperméabilisé 650 mètres carrés sur les 600. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand ils les juxtaposent, mais le volume d'eau qui tombe, mais quand on a dimensionné les caniveaux en bordure de voie, ce n'est pas pour cette eau. C'est pour l'eau qui tombe sur la route. Et puis bon, à tous ces volumes-là, à un moment donné, on est en fin de continent. La ville d'Abidjan est en fin de continent. Voilà, quand on regarde, donc toutes les eaux descendent. Tous les fleuves. Et, la Comoué, par exemple, on dit qu'elle vient du Burkina. Donc tout descend. Pour aller où? À la fin. Donc à la mer. Donc à partir de cet instant-là, le relief de cette zone-là est particulier. Il faut aller à Bingerville pour voir. Le nord de Bingerville, le sud de Bingerville. Mais il faut voir comment le nord est fait. Tu sens que Dieu a travaillé là. Tu as des grandes collines qui bloquent la lagune. Et la lagune contourne. Et la partie basse, la lagune tombe là. Alors quand tu regardes, c'est comme ça la ville d'Abidjan est. Donc, le lit naturel de l'eau est déjà dessiné. On a vu tous en géographie qu'il y avait plus d'eau que de terre. La terre, l'eau a reculé. Et quand l'eau recule, elle laisse des talvegs, des histoires. Et donc, quand il pleut, mais il y a un retour. Donc, quand vous ne pensez pas bien à la ville, quand vous ne la regardez pas vraiment de près pour pouvoir faire des lotissements et autres, mais il y a des zones sur lesquelles on doit construire, mais en prenant des dispositions. Mais si on ne les prend pas, il y a des inondations. Et comme on est en bordure de mer, on n'est pas loin du sol, le sol est meuble, il n'est pas aussi solide. Il est sableux. Donc quand on construit, il faut faire très attention. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais c'est des défauts. C'est des défauts dus au fait que souvent on est pressé. On est pressé. Et... Mais est-ce que ça, on ne peut pas... J'ai lu un article qui mettait en cause au fait les différents plans d'urbanisme à Abidjan qui se sont succédés. Donc en commençant depuis le départ par le plan Badani, après le plan CITAP, après le plan Aura, après le plan... Donc jusqu'à des plans faits par les ministères et tout ça. Aujourd'hui, on a le SDUGA 2030 et tout. Mais quand on regarde au fait la succession de ces différents plans-là, donc chaque plan venait pour corriger les erreurs de l'ancien plan. Or, pendant qu'eux, ils essaient de corriger les erreurs des plans, la ville aussi a avancé. Et donc, ça fait que finalement, on se retrouve avec des plans qui ne sont pas en concordance avec ce que tu parles sur la réalité. Mais on fait les corrections sur papier. C'est ça. C'est sur papier on fait les corrections. On fait les plans sur papier. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens, l'avant-dernier chemin directeur, il était en pleine étude quand la ville se développait en désordre. Parce qu'on sortait de guerre, des crises, tout ça. Donc l'État s'était affaibli. Donc chacun faisait ce qu'il voulait. Mais les gens identifient les terres sur lesquelles ils projettent la ville. Mais les gens ont déjà fait des lotissements. Donc en réalité, quelquefois, même les études n'ont pas de sens. Parce qu'à l'application,
Et puis, bon, on ne va pas loin, parce que quand on fait le schéma, un schéma, on ne peut pas l'appliquer comme ça. Le schéma, on l'applique à partir de certaines études. On peut avoir des plans d'occupation du sol, bon, les plans d'éloignement du détail et autres. Souvent, on s'arrête au schéma. Mais quand vous arrêtez au schéma, et le schéma vous dit que cette zone à l'est, là, derrière Bézère, ou bien à tel endroit, c'est de l'habitat qu'on doit faire. Mais quel type d'habitat qu'on fait? Il faut détailler. Alors, il y a des lotissements sauvages. Le ministère essaie de se débattre pour pouvoir faire tout ça. Mais moi, je dis, à un moment donné, il faut responsabiliser ceux qui sont dans vraiment l'action de la ville, qui sont près des sites. Ce sont les maires. Mais est-ce que aussi la faute ne revient pas aussi aux architectes et aux urbanistes qui participent aussi à la conception de cette ville-là? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une sorte aussi de fracture entre ces personnes-là qui dessinent la ville et ces personnes qui font la ville, donc même pratiquement les habitants? Est-ce que les gens vraiment dessinent la ville? Est-ce qu'ils ne dessinent pas des morceaux de la ville? Ça, c'est une grande question. Parce qu'un architecte qui agit, bon, à moins que ce soit une promotion immobilière, il agit sur des éléments, mais il n'y a pas un tapis de fond. Si on a vraiment des plans d'occupation du sol, des plans d'urbanisme de détail et autres, en ce moment-là, quand on agit, on peut dire oui, voilà ce qui a été prévu et ce que vous faites ne tient pas la route. Même les urbanistes, ils font les études. Mais c'est à l'application, en fait, il y a un problème. C'est à l'application. Tout le monde on se plaint de ça. Donc, même quand on regarde la capitale administrative et politique, elle a déjà pris un coup. Elle a pris un coup. Moi, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, mais nous sommes, on a près de 3000 hectares de terre à Yamoussoukro. Déjà, nous sommes en train de lotir pour le moment 200 hectares. Alors quand j'entends ça, je dis, mais c'est de la ville, il parle. Et lui, il est quoi? Il est un topographe. Ça dit, on fait de la projection sur la ville, mais la ville, elle est déjà découpée. C'est dans les mains des promoteurs, des aménageurs, des particuliers. Des zones où on vend plus de terrain aujourd'hui, c'est Abidjan et Yamoussoukro. Même Boaké était déjà gâté avec la crise, tout ça. Mais moi, je pense qu'on n'est pas bien regardé. Ça aussi, j'ai appelé ça, là, c'est vrai que c'est fort, mais j'ai appelé ça la capitale oubliée, Yamoussoukro. Yamoussoukro qui au départ avait été pensé, la largeur des voies, les bâtiments et tout ça, avec un plan vraiment assez intéressant de, je crois, Olivier Clément Kakoup. Mais après, aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose qui se passe à Abidjan et Yamoussoukro? Mais toutes les villes, on parle des grandes villes parce que, bon, c'est là on met le zoom. Sinon, toutes les villes ont le même défaut. Toutes les villes ont les mêmes défauts. Moi, je suis allé la dernière fois à Daloa, mais la ville s'étale d'une manière désordonnée. Elle est très horizontale, on ne sait pas où elle va. Donc, c'est général. Yamoussoukro a été bien pensé, et a eu la chance d'avoir des rues très larges. Mais aujourd'hui, l'habitat qui se construit est en contradiction avec la qualité de la voirie. Absolument. Ah oui, ça dit que, bon, les gens disent oui, Oufou est mort, mais Oufou n'allait pas être éternel. Et c'est là, peut-être que nous, les techniciens, peut-être qu'on a failli, parce qu'on a regardé son mal état. Et c'est pour ça, à un moment donné, les architectes, nous, on avait compris qu'il fallait profiter de cette émission Matin Bonheur pour parler à la population, pour dire attention. Et quand on allait dans certaines capitales, et ce qu'on voyait de positif, on filmait, puis on faisait passer à la télé. Voilà ce que les autres ont fait. Et à Abidjan, il n'y a pas de vrais parcs. Des parcs urbains. Le parc urbain fait partie maintenant du développement de la ville. Quand vous allez à Shanghai, j'ai montré ici, je leur ai montré. Shanghai, vous faites 500 mètres, un parc. Vous allez là, un parc. Des parcs spécialisés. C'est ça qui fait la ville. C'est ça qui réunit les populations à un endroit pour se parler, tout ça. Mais la ville, il n'y a pas que... La vie d'Abidjan, elle est stressante.
Moi, je suis à Bingerville, mais quand je viens... Hier, j'ai mis 2h45 pour arriver. Wow. Oui. Je suis un traitement, donc j'ai quitté un peu tard pour prendre mes médicaments. Mais je suis parti là à 9h20 par là. On est arrivé à 11h midi moins. Et les embouteillages sont monstres. Mais c'est stressant. C'est vrai, on me dit qu'il y a des travaux, mais il y a des zones où il n'y a pas de travaux. Ouais. Donc la ville, à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter pour l'observer. Et puis, on n'observe pas la ville. Je le disais tantôt, je crois hier, quand on échangeait, je dis non. Quand il y a une zone où il y a chaque fois de l'inondation, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc, quand il y a l'inondation, les techniciens doivent sortir, aller voir. Pourquoi? Ils prennent des images, les drones, tout ça. Et puis, quand l'eau s'en va, on prend des images. Et puis, on attend un peu l'absence sèche. Puis, on voit les défauts. C'est ça. On laisse l'ONAD seul travailler, en train de faire des canaux ici, partout. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir en amont. Qu'est-ce qui se passe en amont? Est-ce que la ville a été bien construite en amont? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'inondation au début, jusqu'à ces 10 dernières années. Mais pourquoi il n'y avait pas d'inondation? Voilà les questions qu'on se pose. Il y a des universitaires, des géographes qui travaillent de l'autre côté, mais ces études-là ne sont pas mises à profit pour pouvoir résoudre ces problèmes. La vie ne se fait pas par seulement des techniciens. Quand je dis technicien, architecte, urbaniste, géomètre, ingénieur, non. La ville, c'est un tout. Il y a la sociologie urbaine. Ouais. Il y a les paysagistes, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'agriculture urbaine avec laquelle on peut corriger certains endroits où l'eau circule beaucoup. Il y a plein de choses. Mais on est là, on est tout le temps en train de réparer la ville. Moi, j'appelle ça la réparation urbaine. Même les systèmes d'assainissement, à un moment donné, vers, comme on appelle, le plateau du lycée technique en bas, en allant vers Djamé, je crois. Voilà, toute cette zone-là, les gens ont ouvert des espaces pour pouvoir canaliser les eaux de pluie qui viennent avec des déchets, des machins. Mais quand tu ouvres, plastique, tout ça, quand il ne pleut pas, quel est le spectacle que tu offres à la ville? C'est là qu'on fait appel à d'autres techniciens, même les économistes, un peu de tout. La ville, c'est un ensemble. Ça se réfléchit. Et là, en face de Fraternité Matin, j'avais montré en son temps, ils étaient en train de faire un jardin qui était, je crois, un financement, c'était la mairie de Paris, la ville de Paris avec le district d'Abidjan. Mais allez voir, il n'y a rien. J'ai dit que ça n'avait pas abouti. Ça n'a pas abouti. Et ça ne dit rien à quelqu'un. C'est ça. Qui peut s'énerver pour dire « Ah, ma ville est en train de s'abîmer ». Il n'y a personne. Oh, entre nous, les Blancs, on va parler, mais on est obligé. Il faut voir. Moi, nous, on a travaillé un peu sur la ville de Paris. On a rencontré la ville de Paris sur la problématique du logement social et autres. Mais il faut voir comment les gens travaillent. Aujourd'hui, jusqu'ici, dans nos mairies, on n'a pas d'architecte, on n'a pas d'urbaniste, on n'a pas de géographe. On pourrait se dire aussi, quelles sont les propositions qui sont faites par ces techniciens? Est-ce qu'on a besoin qu'ils ne savent pas qu'il y a des propositions? Au lieu de prendre seulement des fonctionnaires et les mettre dans les ministères techniques, mais mettez-les dans les mairies. Au Canada, on ne travaille pas comme ça dans une mairie. Ah oui, tu fais un test. Tu fais une formation complémentaire. La ville, je dis, elle est complexe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui ne comprend pas la ville d'occuper un poste où lui va contrôler une partie de la ville, on dit les chefs d'antenne, mais il ne sait même pas de quoi il parle. C'est ça en réalité. Yeah. Les gens ne comprennent pas. Et ça, moi je l'ai décrit à plusieurs reprises. Bon, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Mais je suis resté serein. Mais je veux dire que c'est sérieux. Ouais, il faut qu'on repense notre façon de faire la ville.
notre façon de fabriquer la ville. La ville se fabrique. Voilà. Quand tu fais une voie, mais il faut voir les retombées de la voie. Quand je suis en train de faire cette voie-là, mais ce n'est pas seulement les aspects circulation qu'il faut voir. Mais la voie, elle va amener de la vie. Il y a ces alentours. Comment ces alentours vont se construire? Si c'est un boulevard, est-ce qu'aux alentours d'un boulevard, on doit construire à 2 mètres? Les tests même sont mieux dessus, mais en réalité, ça ne se fait pas. Une voie express, une autoroute qui prend naissance dans la ville, qui prend le nom de voie express, mais écoute, quand on dit voie express, on appuie un peu l'accélérateur quand on est dessus. Et quand on rentre dans la ville, ou on sort de la ville à cette voie, qu'est-ce qu'on prévoit aux alentours pour l'avenir de la ville? Mais ça se pense. Mais on pourrait se dire aussi que pendant que ces projets sont en train d'être pensés, où sont ces architectes et ces urbanistes qui devraient participer l'architecte, c'est un privé. À la conception de ce projet? Mais c'est un privé, il ne va pas s'arracher les projets, il ne va pas dire « donnez-moi, je vais le faire ». Mais il n'y a pas de consultation Non, qu'est-ce que les gens disent? Pour construire, il faut faire appel à un architecte. Et puis ça s'arrête là. Mais la réflexion à mener, on fait appel aux techniciens et on forme il faut former des commissions consultatives. Exactement. À un moment donné, ça existe en Belgique, tu viens de la Belgique, ça existe, il y en a plein. Et donc, sur ces commissions-là, les gens réfléchissent. Dans d'autres domaines, ça existe. Il y a des secteurs où ça marche bien. Quand on prend les impôts, le ministère de l'économie et des finances, c'est les ministères qui fonctionnent bien parce que il y a de l'argent qui circule. Mais les autres, il n'y a pas ces outils consultatifs qui peuvent permettre d'aider l'État ou bien les mairies à mener des actions très concrètes. Mais c'est une réalité, ce que je suis en train de dire. Mais quel est l'appel aujourd'hui que vous pourrez lancer à ces autorités-là, à ces mairies, à ces ministères par rapport à ce problème? Moi, je suis maintenant un citoyen libre qui est à la retraite, qui est dans une école d'architecture et dans l'administration d'une école. Moi, j'essaie au niveau de l'école de changer un peu la façon de comprendre les choses aux futurs architectes que nous sommes en train de former. Mais les autorités, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais dire tout simplement qu'il ne faut pas faire d'un ministère public une entité qui appartient à des individus. Non, si on raisonne comme ça, on va passer à côté. Il faut se mettre à l'esprit il faut se dire, quand je ne serai pas là, qu'est-ce que je vais laisser? Parce qu'on ne fait pas la ville avec les tests au moins. Ah non. Il n'y a pas que les tests. Vous voyez, la Palmeraie, quand on quitte la Y4 aujourd'hui, qu'on veut aller vers le monument Alassane Ouattara, tu vois la digue qui a été faite. Tu vois le passage de l'eau là. Tu vois la grande plateforme qui est là, en plein centre-ville. Et il n'y a aucune étude dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas de projet. Il y a des arbres qui retiennent l'eau, qui par leurs racines. Il y a des trucs qu'on peut planter, il y a plein de choses. Il faut embellir la ville, il faut lui donner de la qualité. Tout ça, mais ça se pense. Il y a des gens, on met des commissions techniques, des consultatifs, il y a des paysagistes. Il n'y en a même pas en Côte d'Ivoire assez, parce que comme on ne leur fait pas appel, soit les gens ne se forment pas, ou bien ils le font, mais ils sont cachés quelque part. Mais tout ça, mais il faut que quelqu'un ait à l'idée que des gens peuvent réfléchir et puis aider l'administration, qu'elle soit déconcentrée, décentralisée, pour mener des actions concrètes pour que la ville puisse être... Mais écoutez, le tourisme rapporte de l'argent. Le tourisme rapporte de l'argent. Mais on a eu plusieurs éditions d'Archibat qui sont passées où on a parlé de la fabrique de la ville, le récent, c'était le renouvellement urbain et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi besoin de quelques projets qui sont faits en ce sens-là pour montrer aux populations que nous, architectes, nous, urbanistes, on pense que, par exemple, telle poche, voici comment on peut les penser. Et c'est des expositions auparavant, mais il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Si, il y a eu des études. Mais on a Kofi et Diabaté, ils ont fait la baie de Cocody. Il
Il y a eu des études. On sait comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de suite. Non, non. Et là, tu viens de toucher du doigt la contribution des architectes de Côte d'Ivoire. On a créé Archibat depuis 2007. Ouais. Et on a fait la 10e édition tout dernièrement. Et chaque édition, c'est une tribune de sensibilisation, de réflexion, d'échange. Maintenant, à l'international, il y a plein de gens qui viennent de partout. On fait des efforts pour montrer à l'administration ce qui se fait ailleurs. Là, il y a un salon, celui de 2023, on a fait venir des gens de Singapour. Oui. Leur administration était là. Il y avait plein il y a les Coréens qui étaient là, qui ont parlé de ce qu'ils font. Mais on ne peut que faire ça. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Voilà. Mais on fait même quelquefois, on invite les maires, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ouais. On fait à Port-Boué. Le maire de Port-Boué n'a jamais participé à un salon. Il n'est jamais venu faire un discours d'ouverture. Ce sont que des représentants. Or, c'est une tribune d'échange qui parle de la ville. Mais oui. Hein? On ne peut pas faire plus que ça. La plupart des architectes, c'est des privés. Mais le gars, il a son cabinet à gérer. Donc, voilà des tribunes, voilà des occasions qu'on donne à l'administration. Comprendre. Souvent, on a la chance que le ministre qui est en charge de l'urbanisme est tout le temps le parrain de ça. Mais après, bon, qu'est-ce que ça devient? Ouais, il faut un suivi. Quelles sont les retombées au fait de ça? On ne peut pas faire des salons pour en faire. Tout le temps, mais après, on le fait, mais maintenant, il faut profiter. Parce que maintenant, on a parlé de renouvellement urbain la dernière, mais il y a encore des déguerpissements, il y a encore des inondations, il y a encore ceci, il y a encore cela, il y a la ville qui avance. Mais est-ce qu'il y a des rapports qui sont faits pour dire, oui, bon, après ça, voici telle chose qui ont changé ou tout? Mais le thème renouvellement urbain, ça vient du fait que quand on démolit les quartiers populaires, les quartiers, comme on appelle, les bidonvilles et autres, tout ça, on libère des terres. Et on doit passer à une autre phase, qui est le renouvellement urbain, la rénovation urbaine. On attire l'attention, on dit, quand on fait ça, voilà ce qu'on doit faire. Mais on ne va pas se lever pour aller dire, pourquoi vous n'avez pas... Ce n'est pas notre rôle. On est clair. On dit, nous, dans notre domaine, voilà comment on comprend les choses. Mais tout ça, on a expliqué, il y a eu des débats. Mais il n'y a jamais de retour. Les gens ne viennent même pas vers les architectes pour dire, ce que vous avez fait, on va mettre des commissions consultatives en place. Machin. Mais nous, on ne peut pas aller au-delà. Sinon, l'administration, elle est organisée, elle travaille à partir d'une réglementation, d'une législation. Et nous aussi, on est régi par une législation. Et on n'est pas indépendant. C'est ça. Voilà, c'est un genre d'appendice de l'administration, on dépend de l'administration. Donc on a quand même des limites. Ouais. Voilà. Donc moi je pense que... C'est super intéressant tout ça. Voilà. Bon, on creuse un peu pour dire aux gens que... Il y a beaucoup, moi, je pars à la retraite. Au Canada, ce sont des experts qu'on appelle. Ils font de la consultance. Et l'administration les utilise. Moi, je suis parti avec toute mon expérience. On m'a laissé partir comme ça. Et on est nombreux comme ça. La dernière fois, j'ai rencontré un ami, un préfet. Mais un préfet. Il est encore jeune, nous, on se voit, on rit. Il est parti à la retraite, rien. Il a des choses, il a de la connaissance. Dans un pays tout développé. Il disait, il était allé au Canada, il a découvert ce genre de consultance fait par des retraités qui travaillent avec l'administration canadienne. Il voulait créer donc une structure ici comme ça qui va essayer mais qui sera pluridisciplinaire pour pouvoir aller vers l'administration pour dire voilà, on a la compétence, on a une expérience à partager, tout ça. Vous-même, vous nous avez employés et donc il ne faut pas nous laisser comme ça. Et ça, mais même les jeunes qui rentrent dans l'administration, ils ne viennent pas avec de l'expérience. Donc il faut des gens pour encadrer.
Ouais. Voilà. C'est vraiment assez de points. Ah oui, mais c'est une réalité. Ça, bon, les gens pensent qu'on critique, mais bon, il faut critiquer la ville. On ne ment pas sur la ville. Hein. Ouais. Quand vous allez sortir tout ça là, vous allez voir l'embouteillage, ce n'est pas de mensonge. Si vous prenez une image et puis vous balancez les gens, tu es en train de critiquer, mais c'est la réalité. Maintenant, pourquoi il y a des embouteillages? Vous savez, quand on prend l'histoire des villes en France, et quand on regarde, quand vous faites de belles routes, ça encourage les gens à acheter des voitures. Ah oui. Il faut mettre d'autres stratégies en place pour qu'il y ait moins de voitures en ville. Nous qui sommes à Bingerville, je me suis rendu compte, bon, tous ceux qui sont à Bingerville, la plupart, les gars, ils ont acheté leur maison, ils ont construit leur maison, ils n'ont plus de charges de loyer et autres. Ça. Mais ils préfèrent prendre un prêt pour s'acheter une voiture. Et pour sortir de Bingerville, tu ne peux pas sortir en transport en commun. Comment tu vas le faire? Ce qui fait que tous ceux qui sont... Il y a du monde qui est allé. Mais il y a au moins 2 voitures dans chaque famille. Alors imagine quand les gens sortent le matin. Comment on résout ce problème? Je pense qu'on vous appelle. Même Bingerville, le relief de Bingerville est tel que... Ouais. Moi, quand je regarde, j'ai survolé avec un drone et j'ai fait ça sur 2 années. Mais je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de talwegs. Ce qui fait qu'il y a des voies qui sont plus linéaires, qui ne vont pas... Sinon, il suffit de faire... Même on peut faire des ponts secs. Parce qu'il y a un talweg. Du Bingerville, on peut aller directement vers Gurgobité, au lieu de faire le grand tour. Mais en faisant tout ça, mais vous allez voir que Bingerville sera décongestionné. Même avant qu'on ne fasse le pont entre Bassam et choses, et Vitry et autres. Donc tout ça, ce sont des choses, mais il faut s'asseoir pour regarder. Hein. Il faut regarder. Moi, j'ai fait ça au ministère. Hein. J'ai dit, on va regarder la fin de la ville. Au ministère de la Ville, j'ai fait ça. Au ministère de la Construction, je l'ai fait aussi. Mais on a regardé, nous tous sur l'écran, on s'est rendu compte que, attention, la ville est en train de mal partir. Ouais. Elle a déjà atteint sa fin. Exactement. Parce que Bingerville, c'est une presqu'île qui s'adosse à Cocody. Mais toute la zone là, déjà, l'eau, il y a des maisons qui sont auprès de l'eau déjà. Mais en tache d'huile. Maintenant, comment tout ça sera cohérent après? Comment on crée la cohérence? Il faut s'asseoir pour réfléchir. Si on ne le fait pas, là-bas, à un moment donné, les gars, ils peuvent rester même pendant des heures avant de sortir de leur quartier. Mais ça, on observe. La rue, ça s'observe. Le quartier, ça s'observe. On ne reste pas dans les bureaux seulement. Les actes, les papiers que tu signes, et puis on pose des actes. Il faut aller regarder. Même une rue. Il y en a qui sont là, ils prennent des photos tous les 2 jours, tous les 3 jours. Toi, mais tu viens de la Belgique. Et ils regardent, ils comparent l'évolution. Il y a des rues, même c'est un cul-de-sac. Et au fond du cul-de-sac, tu vois un grand immeuble. Mais à Marseille, à Cannes, mais les gars, ils te font des images là-dessus. C'est une animation, on anime la ville. On accroche l'œil de celui qui marche dans les rues. On fait des rues, il n'y a pas de trottoir. On a plus de piétons que d'automobilistes. Bon, il y a d'autres qui disent qu'on n'a pas besoin de trottoirs. Donc... Non, mais pourquoi on n'a pas besoin de trottoirs? Au temps colonial, on avait des trottoirs de 5 mètres de long, de large, au plateau et autres. Pourquoi on n'a pas besoin? Justement, c'est parce qu'il n'y a pas de trottoir que le Woro marche beaucoup. Parce que, par exemple, du carrefour de la vie jusqu'à Saint-Jacques, mais si on a des beaux trottoirs plantés, mais les gars n'ont pas besoin de prendre un Woro pour aller. On prend 100 francs. Non, mais il marche, il s'en va. Or, quand tu fais bouger le Woro, tu pollues la ville. Tu pollues la ville, et puis bon. Mais dernier sujet, le temps court, dernier sujet qu'on doit aborder, qui pour nous est assez essentiel, c'est le patrimoine. Le patrimoine architectural ivoirien. Pour vous, quel regard portez-vous sur ce patrimoine-là? Et comment il peut inspirer aussi toute cette nouvelle génération et toute cette nouvelle époque-là qui est en train de se bâtir? Bon, il y a le patrimoine architectural produit par l'État lui-même. Parce que, en fait, même, c'est l'État
qui doit propulser l'architecture en organisant des concours, des machins, des grands projets. Mais ces dernières années, l'État ne construit pas beaucoup, ce sont les privés. Mais le patrimoine architectural de l'État vieillit mal, n'est pas accompagné. Tout le monde voit la pyramide, mais il n'y a pas que la pyramide. La caisse de stabilisation. Ouais. Moi, j'étais à Porcel 2000, j'ai travaillé là-bas, au ministère de la Ville. De là-bas, je me mettais toujours à une fenêtre pour observer cet immeuble-là. Mais au-dessus, là, c'est en train de pourrir. Il faut voir de près. Ça a été bien construit, c'est tout. Mais je me demande même s'il y a eu une grosse réhabilitation là-dessus. Mais c'est en train de... Il faut aller voir dedans. C'est en train de mourir. L'immeuble de l'ESCI. Les bâtiments de la place de la République. J'étais conseiller du ministre de la Construction. Quand la Poste a cédé à une banque et la Poste avait fait un cahier de charges, ils ont dit quand vous allez transformer la partie de la Poste, répétez cela de l'autre côté parce que c'est une symétrie. Yeah. C'est moi qui ai reçu des dossiers, c'est moi qui suivais. D'ailleurs, même, c'est moi qui ai sauvé une bonne partie de ces bâtiments-là. Mais il est arrivé un moment, mon chef hiérarchique ne répondait plus quand on lui disait, donc, ils ont fini, l'autre côté, ils ont laissé. Et va voir aujourd'hui. Il y a un côté qui brille et un côté qui est mort. Et donc, le patrimoine, là aujourd'hui, il y a le district qui veut réhabiliter, qui a déjà fait, qui est en train de faire. On ne voit pas le projet. On espère qu'ils ne vont pas habiller ça avec de la Lucobon. Voilà, il y a tout ça. Dans le patrimoine même de l'État, déjà, architectural de l'État, il n'y a pas de suivi. Maintenant, les privés, aujourd'hui, ce sont les privés qui construisent. Et comme on n'a pas de cahier de charges, par exemple, sur le plateau, quand tu regardes le plateau est divisé en plusieurs zones. Il y a des zones où on indique que l'immeuble doit avoir une galerie. Parfois, c'est une profondeur de 4 mètres, 5 mètres. Ouais, sur la rue du commerce. Et même quand tu vas du côté de... Quand tu quittes la pyramide en descendant, mais ces galeries existent. Mais ça, il n'y a pas de suivi. Tout ce que les gens construisent, il n'y a plus de galeries. Quand tu vas à Casa, et les galeries sont une profondeur parfois de 7 mètres. Et vous vous promenez en dessous aussi quand pendant la période sèche, pendant l'été. Mais c'est ça la rigueur. On produit l'architecture, mais pour qui? Il y a pas d'inspiration des jeunes qui vont venir. Mais c'est de l'architecture disparate. Il n'y a pas de cohérence. Je ne sais pas. Il y a de beaux immeubles. Mais il n'y a pas de cohérence. Et voilà. Ça sort comme ça, comme des champignons. Quel est votre rêve personnel pour Abidjan dans 20 ans? Mais moi, mon rêve, Abidjan a l'avantage de baigner dans une surface d'eau très importante. Abidjan est l'une des rares villes au monde qui bénéficie de plus de surface d'eau. La lagune. Mais elle a ceinturé la ville. C'est une richesse. Maintenant, il faut qu'on soit vraiment regardant pour que cette ville-là ne se développe pas en désordre. Aujourd'hui, il y a un grand projet sur le site de Biafra. Et moi-même, je fais partie, j'étais le conseil de la mairie. Et puis, le promoteur, je travaille avec lui. Et il a présenté un projet vraiment qui va faire qu'on aura une trilogie spatiale qui va permettre à l'œil d'être à l'aise, parce que quand tu regardes le plateau, tu regardes l'hôtel Ivoire du côté de Cocody, et quand tu regardes du côté de Treichville, c'est mort là. Donc quand cette cité-là va sortir, on aura une trilogie spatiale qui va permettre de dire « Ah, ok, moi, quand on regarde ici, on est heureux. » Mais ça, en même temps qu'on projette ça, il faut regarder le reste de Treichville en même temps.
Parce qu'il y aura un contraste très fort. Il y a encore des coûts communs pratiquement. Et quand ce projet va finir, est-ce qu'on pense en même temps à revoir un peu toute Treichville? Voilà des choses, moi je pense qu'il faut être regardant. Mais il y a de l'espoir. L'espoir, et on compte sur vous, sur les jeunes, vous qui venez, mais il faut être percutant. C'est ça. Et le problème, il faut que l'État encourage les techniciens à entrer dans l'administration aussi, pour pouvoir aller dans les mairies et autres. L'encouragement, c'est quoi? C'est le traitement salarial. Voilà. Moi, je suis sorti de l'administration, je n'ai même pas eu 1 million. Et je suis architecte d'État. Je suis en A7, terminé en A7. Je n'ai même pas eu 1 million par mois. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une dinguerie. Tu as vu? Donc, c'est pour ça que les techniciens ne sont pas vraiment productifs. Si l'État fait, la Banque mondiale a fait une étude comme ça sur les ingénieurs pour faire les routes, ils se sont rendus compte qu'ils ils ont vu les salaires, ils disent, mais cela ne peut pas suivre les grands projets de routes. Il faut repenser les choses. Il faut permettre aux jeunes architectes d'entrer. Il y a beaucoup qui veulent entrer dans l'administration. Maintenant, ils voient les salaires, ils disent, vraiment, tonton, vraiment doyen, on veut bien, mais qu'est-ce qu'on va manger après? Donc, si on revoit tout ça, ça va donner un tonus à l'administration. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les ingénieurs même qui aimaient entrer dans l'administration, il y a beaucoup qui n'entrent plus. Voilà, toutes ces spécialités-là, si on leur donne un salaire spécial, les techniciens sont très mal payés dans l'administration. Les gens ne savent pas ça. Les ingénieurs, les architectes, les urbanistes, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils sont obligés de se battre pour avoir des postes, pour gérer peut-être des budgets. Mais sinon, quelqu'un qui veut vraiment apporter quelque chose au pays, mais s'il ne touche rien de bon, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est paradoxal, au Bénin, ils sont bien payés, et dans l'administration, ils ne sont pas bien payés. Et ça aussi, je pense que si on essaie de voir tout ça, et puis on les spécialise, si on les fait entrer, allez, on les envoie dans d'autres pays, on les forme, et puis ils viennent avec de nouvelles idées. Tu as changé, tu n'es plus le même jeune homme qui était ici. Mais c'est ça, il faut changer l'esprit. La manière de penser, la manière de faire. Voilà. Dernière question. Voilà. Quel conseil donnerez-vous aux étudiants et aux jeunes professionnels qui sont dans le milieu de l'architecture ou qui aimeraient se lancer dans ce milieu? Je leur dis de se former bien. Il faut se former bien et puis il faut se spécialiser aussi après. C'est-à-dire, en plus de son diplôme d'architecte ou d'urbaniste, qu'il fasse une spécialité qui va lui ouvrir l'esprit. S'il a fait ses études en Afrique, et qu'il aille faire une spécialité à l'Occident, en Europe ou en Amérique, partout où il veut, pendant 1 an au moins, quand il vient, il n'aura pas la même façon de penser, la même façon de réfléchir. Et il faut se former bien. Et puis, il ne faut pas regarder seulement le volet budgétaire. Voilà, pécunier, pécuniaire, je crois on dit. L'argent. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on a fait des sacrifices. Moi, j'étais obligé de faire la consultance par-ci, par-là, pour équilibrer les mois. Avant que je ne construise ma maison, mais je payais 500 000 francs par mois. Où j'enlève l'argent? Mais j'étais consultant par-ci, par-là. Je me débrouillais. Mais il n'y a pas beaucoup qui font ça. Si tu veux tenir dans l'administration, c'est ça. Donc, ne voyez pas d'abord l'argent. Formez-vous bien. Vous pouvez travailler dans l'administration comme vous pouvez travailler dans le privé. Même dans le privé, voilà les Guillaume Kofi. Aujourd'hui, c'est une référence. Ils font des villes. Ils sont en train de faire une bonne partie de la ville de Cotonou. Nous, on allait voir. À Ouedo et tout ça. Voilà. Et même le centre même de Cotonou, ils font beaucoup de choses. Et donc, on peut être un privé aussi et puis agir sur la ville. Mais il faut se former bien. C'est surtout ça, se former bien et puis il faut être ambitieux. Voilà, l'ambition, ce qui est sur chaque être humain, Dieu a mis en lui un pouvoir. Moi, pendant 7 ans, je n'ai jamais pensé que je pouvais changer des choses dans mon pays. Ma petite voix, avec ma caméra, avec l'appui d'une dame, à la télé, on a fait changer beaucoup de choses. Donc, on ne se sous-estime pas. C'est De Cocouville qui disait que un être humain seul, il suffit d'avoir le courage, il peut faire changer les choses.
Tout ce qu'on voit là, le micro là, c'est un individu qui a fait. Hein. Ils n'ont pas fait ça ensemble. Il a fait ses recherches, les voitures, tout ça, ce sont des individus, c'est un cerveau qui fait d'abord. Donc, on doit se faire confiance, se former très bien, et puis aider le pays à avancer. Voilà, chercher à rentrer dans l'administration. Je pense que nous-mêmes, au niveau de l'ordre, on a dit qu'on va écrire dans l'administration pour qu'on regarde un peu le statut des techniciens au niveau de l'administration pour qu'ils puissent venir booster un peu les choses. Voilà. Sinon, à un moment donné, moi, je connais un jeune urbaniste brillant. Il était là, il a fait 1 an, 2, 3 ans, 4 ans. Il allait s'installer. Il dit, il perd son temps. Il dit, tonton, je perds mon temps ici. Je sais que je vais rien apporter. Parce qu'on ne m'écoute pas. Mais c'est dû au fait que à la décision, là, à la table de la décision, il n'y a pas de technicien. Voilà. Et il ne faut pas faire la politique. Voilà. C'est-à-dire, un technicien, tu fais ton boulot. Moi, je ne fais pas la politique. Voilà, je suis libre dans ma tête. Mais ça ne veut pas dire que je suis malheureux. Donc, restez technicien, formez-vous très bien, cherchez à rentrer dans l'administration. Si vous voulez créer des cabinets en tant qu'architecte ou urbaniste, faites des regroupements. Voilà. Nous, on était allés à un forum international à Madrid. On nous a présenté un Coréen qui employait 300 architectes dans son cabinet. Allez, imaginez un peu. Mais c'est des cerveaux, ça dit que n'importe quel projet, il peut le faire. Dans un regroupement, 4-5 jeunes architectes, vous mettez ensemble, bien urbanistes, vous mettez ensemble. Je n'ai jamais vu un cabinet même pluriel où il y a des urbanistes, des architectes. On aime travailler d'une manière sectorielle. Ça, je suis sûr qu'en le faisant, les urbanistes, on leur donne les études sur les villes, mais il ne faut qu'entre eux, ils ne font pas les architectes. Oh, la dimension 3, elle est importante quand tu conçois la ville. Il ne faut pas rester seulement en dimension 2. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Donc, les regroupements de cerveaux pour former des cabinets pluriels, c'est sûr que l'Afrique a besoin de ça, surtout chez nous. Il ne faut pas rester seulement dans un petit secteur et puis après, bon. Mais je les encourage à se former bien. Super. Allez, merci M. Coupeau, merci d'être venu. C'est moi qui te remercie, mon fils. C'était vraiment inspirant et on espère que notre communauté, toutes ces personnes-là qui ont regardé cette vidéo-là seront inspirées par vous, par votre parcours, par tout ce que vous avez pu faire. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de liker, commenter, partager à votre proche. Abonnez-vous pour ne rater aucune interview. Vous étiez sur Archigénie Afrique et c'était Ben Mohamed Kouyaté, architecte. Ciao.